Bonjour tout le monde et merci d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Saj, je suis business analyst depuis 2009. Je travaille dans le secteur bancaire, j'ai fait des banques en Afrique, en Europe, Moyen-Orient et maintenant en Amérique du Nord. Je travaille dans le secteur de paiement internationaux, de trade. Euh, c'est un plaisir de vous accueillir dans cette session sur un sujet passionnant qui est l'intégration de l'intelligence artificielle dans la démarche du Lean Six Sigma. Donc, avant d'y aller, on va commencer par un petit quiz. Rien de trop sérieux et pas vraiment besoin d'être expert. C'est juste voilà, pour une question de réflexe. Alors, selon vous, quelle est la différence entre un expert Lean Six Sigma et l'intelligence artificielle? Ça peut se faire via le chat ou directement par le micro, L'humain. par exemple. Tu veux qu'on l'écrive dans le chat? C'est comme vous voulez. Soit on l'écrit, soit on le dit oralement. Ah. On voit une machine contre Une un machine. être humain. Hmm. Moi, je dirais que c'est la même chose, là. Dans le fond, l'IA nous fournit juste des capacités de calcul beaucoup plus grandes, puis beaucoup plus facilement, là, je crois. Il y a Marie qui dit un processus versus machine. Est aussi valable, mais écoutez, la réalité, c'est que le quiz, c'est pas vraiment ce qu'on pensait. Tout simplement, le Lean Six Sigma, l'expert, il se pose les bonnes questions. L'intelligence artificielle, elle a déjà les réponses avant que l'expert finisse de poser sa question. Euh, on dit ça pourquoi? Parce que c'est essentiel de se poser les bonnes questions. C'est notre métier en tant que business analyst. Mais il faut un moyen de donner des réponses rapides. Résoudre le problème ne suffit plus aujourd'hui. Il faut le résoudre, mais il faut le faire rapidement. Le rythme actuel, la concurrence et les choses, la vitesse avec laquelle les choses évoluent ne permet pas d'attendre et c'est là où toute la force de l'intelligence artificielle et c'est ce qui fait notre thème d'aujourd'hui. Alors, notre thème qui est en rencontre entre le classique, le sujet que vous connaissez tous, le Lean et le Six Sigma, et la nouveauté. Donc, le Lean Six Sigma, qui est depuis longtemps un pilier d'excellence opérationnelle, il combine la rigueur du Statistical Process Control, la maîtrise statistique des processus, la démarche Six Sigma, l'élimination de gaspillage qui est encadrée par le Lean. Mais aujourd'hui, une nouvelle ère s'ouvre, c'est l'ère de l'intelligence artificielle. Et c'est grâce à l'intelligence artificielle on se contente plus de réagir aux problèmes, on les prévoit, on essaie de les comprendre en profondeur et on essaie de les résoudre plus rapidement que jamais. Donc, cette présentation vous montrera comment l'intelligence artificielle peut être intégrée et comment elle s'intègre parfaitement à toutes les étapes d'un projet du Lean Six Sigma, que ce soit les processus déjà existants, les DMA, la DMAIC ou la DMADV pour les nouveaux produits ou les nouvelles mises en place de processus. Euh, voilà, donc pour les questions, si jamais vous avez des questions, vous pouvez les laisser pour la fin. Sinon, vous pouvez les poser au fur et à mesure que je fais ma présentation. Soyez à l'aise. La première partie, ce sera une introduction au Six Sigma, la théorie. En statistique, et ça vous le savez très bien, il existe plusieurs paramètres qui permettent de comprendre et d'écrire une série de mesures. Les deux paramètres les plus importants, c'est la moyenne et l'écart type. Euh, et c'est effectivement le sigma. C'est d'où l'appellation Six Sigma, c'est tout simplement la standard deviation. L'écart type, il donne une indication sur comment les données se dispersent autour d'une moyenne ou les mesures. En général, les données ont tendance à se disperser autour de la moyenne suivant une courbe. Comme on le voit, c'est sous forme de cloche. C'est ce qu'on appelle une distribution de probabilité, une densité de probabilité, la courbe de Gauss. C'est une distribution, on appelle aussi la distribution normale, qui est une distribution, qui est une loi qui a été créée comme ça dans la nature. Et il existe d'autres formes de distribution, que ce soit des distributions discrètes, la loi binomiale, la binomiale négative, la hypergéométrique, etc.
Il y a aussi d'autres types de distribution, qu'on appelle des distributions continues, mais le plus important et le plus représentatif de la réalité, c'est les distributions normales, et c'est ce qui fait l'objet de la loi du thème du Six Sigma, la loi normale. Donc, pourquoi les Six Sigma? C'est tout simplement parce que, en théorie, on devrait avoir une étendue qui est égale à 6 fois l'écart type. Tout ça, c'est la théorie. Mais en pratique, c'est quoi? Alors, imaginons une ligne de production automobile, par exemple, là où on doit produire on va dire, des pistons cylindriques qui ont un diamètre de 50 centimètres, ou peut-être une succursale bancaire qui doit traiter des demandes de carte de crédit en 5 jours. Il faut aussi qu'on ait un laboratoire d'analyse médicale où le délai de restitution des résultats, le turnaround time, qui doit être de 3 jours. Tout ça, ce sont des moyennes. Ce sont des moyennes qu'on ne pourrait jamais faire euh, de la même manière à chaque fois. C'est-à-dire, l'entreprise qui fabrique les pistons d'automobile, elle n'aura jamais exactement 50%. C'est une moyenne, mais qui va changer parce que le processus ne peut pas livrer la même chose à chaque fois. Donc, même chose pour l'agence bancaire qui fait des demandes de carte de crédit, c'est 5 jours en moyenne, mais on n'aura jamais 5 jours tout le temps. Des fois, c'est 4 jours, des fois, c'est 6 jours. L'essentiel, c'est de se mettre autour d'une moyenne et ne pas trop s'éloigner, ne pas trop se disperser. Et c'est ce qui fait la différence entre les processus capables et les processus non capables. Alors là, on a ce qu'on appelle le yield, et c'est le nombre de produits conformes qu'on peut avoir dans une population. Et ce sont des produits qui répondent aux requis des clients. Quand on a un intervalle de 6 sigma, une étendue de 6 sigma, ça veut dire que pratiquement toute la production est conforme, elle est bonne. Contrairement à une configuration de 4 sigma ou de 2 sigma, encore pire, c'est quand on a 69% de la production qui est bonne, c'est-à-dire le reste, à peu près les 30%, ce sont des dépôts. Donc, ce ne seront pas des produits acceptés, tout simplement parce qu'ils sont en dehors de l'intervalle de tolérance. Donc, ça nous mène à étudier les processus d'une façon suivant 2 paramètres. Il y a ce qu'on appelle le spread qui concerne les données et le centering qui concerne le processus. Donc, on commence à gauche par un processus là où le spread est élevé, c'est une grande dispersion, et un processus qui est mal centré. On revient à notre exemple d'agence bancaire qui devrait normalement faire des traitements en 5 jours, mais il ne le fait pas, il le fait en 7 jours ou 8 jours. Euh, mais la performance n'est pas proche de la moyenne. Des fois, on le fait en 4 jours, des fois, on le fait en 3 semaines. Donc, on comprend que le processus n'est pas centré autour du moyenne. Et la dispersion, elle est importante. Dans le deuxième cas, là où on a un spread qui est élevé, c'est-à-dire une dispersion, mais quand même le processus est centré autour d'une moyenne. On fait des pistons de 50 centimètres de diamètre, ils vont être acceptés, mais on a une bonne partie de notre production qui se trouve en dehors de l'intervalle de tolérance. C'est-à-dire on a une dispersion qui reste élevée. Troisième cas, c'est qu'on a à gauche encore, c'est les processus qui ne sont pas centrés, mais qui sont à dispersion réduite. Le processus, il est plus ou moins stable, on arrive à produire et à être proche du moyenne. Par contre, on n'est pas encore proche de la moyenne. Le quatrième cas, et c'est ce qu'on cherche, et c'est ce qu'on appelle un processus capable, c'est tout simplement un processus qui est capable de produire des résultats, des outputs qui sont centrés sur une moyenne et en même temps des outputs qui qui ne se dispersent pas trop, qui ne s'éloignent pas trop de la moyenne. C'est ce qu'on appelle un processus capable. Et c'est l'objectif qu'on cherche. Donc ça, c'est pour ce qui est de la démarche et la théorie derrière le Six Sigma. La démarche a été
implémenté dans plusieurs entreprises. Le premier à le faire, c'était Motorola dans les années 80, 86. Ils étaient les premiers à implémenter la démarche du contrôle statistique des processus. Puis ensuite, il y avait Honeywell, il y avait General Electric. En fin des années 90, on avait à peu près les 2 tiers des entreprises du Fortune 500 avaient déjà des plans ou des initiatives Lean Six Sigma. Très bien. Donc maintenant, parlons de démarche. Comme on l'a discuté tout à l'heure, il y a 2 démarches, la DMAIC et la DMADV. Donc la DMAIC, elle est adaptée au cas où le processus existe déjà. On a déjà un processus. Par contre, la DMADV, c'est fait pour des nouvelles implémentations ou des processus, soit des nouveaux produits ou des nouveaux processus. Alors, la DMAIC, c'est quand on veut réduire le nombre de défauts d'un processus qui existe déjà, mais on a un nombre de défauts qui est important. On veut améliorer l'efficience du processus. On veut satisfaire davantage les clients. Euh, cette démarche, elle est valable quand le problème est bien défini. On sait quel est le problème. Il est quantifié. C'est des problèmes qui sont clairs. Le statement, il est clair. Le besoin en amélioration est clair aussi et atteignable. Il faut que ça soit réaliste. Euh, pas forcément, pas nécessairement d'un seul coup, mais avec des itérations. Et la démarche, on peut la voir sous forme de logigramme. Donc, on commence par une phase de définition du problème, define. Si le processus existe, ben, c'est notre cas ADMA ici, on va faire des mesures. Est-ce que le processus est sous contrôle? Si oui, tant mieux. Sinon, on passe à la phase d'analyse. Est-ce que notre processus est capable? Est-ce qu'il est capable de produire des outputs qui sont dans l'intervalle de tolérance qui est accepté par notre client? Si oui, tant mieux, on continue le contrôle et on aura des cartes de contrôle qui sont alimentées et suivies au fur et à mesure systématiquement. Et c'est là on va voir comment l'intelligence artificielle, comment on peut bénéficier de l'intelligence artificielle pour mieux surveiller nos processus. Si le processus n'est pas capable, il est non capable, on fait une démarche qui inclut la phase improve. C'est une phase là où on doit apporter des améliorations sur notre processus. Donc ça, c'est le cas du démarrage. Ici, tout à l'heure, on va voir en détail quels sont les outils, quels sont les major artifacts, les livrables pertinents de chaque étape. Très bien. Maintenant, on va voir la DMADV. Et c'est quand on veut monter un nouveau produit ou un service qui doit être conforme, bien sûr, aux attentes clients. On a fait nos études marché, on a fait notre business case. C'est aussi valable quand on veut faire du process redesign. Des fois, on a des processus qui sont manuels, peut-être une succursale dans une banque qui traite encore des choses manuellement, peut-être une usine qui a encore des machines conventionnelles qui travaillent à la main et on veut pas améliorer, on veut refaire, on veut euh, faire du process reengineering, on va mettre en place un nouveau processus avec vraiment, on va réimaginer la chose, peut-être avec des chaînes robotisées, avec un taux d'automatisation qui est élevé. La démarche aussi, c'est valable. D'ailleurs, voir dans le détail de ces démarches, on commencera par la DMAIC parce que c'est la démarche la plus connue, la plus utilisée parce que généralement, on a déjà des processus des autres qui tournent. On commence la DMAIC par la phase define. Donc, on commence par définir le problème. On analyse la voix du client. Voice of customer, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est la moyenne. Euh, c'est quand, c'est quand on parle de 50 centimètres de diamètre pour un piston. C'est les 5 jours de traitement. C'est les 3 jours de réponse d'un laboratoire. C'est le voice of customer. Qui le dit, c'est le client. C'est le client qui impose la performance. C'est soit le client directement ou c'est fait à travers la concurrence. Vous ne pouvez pas produire ou traiter les demandes clients en 3 semaines, alors votre concurrent le fait en 3 jours. Euh, si c'est un constat, ça veut dire qu'on n'est plus aligné au marché, au standard du marché. On fait également dans cette phase un business case pour justifier l'investissement. On va établir les objectifs du projet, le timeline. On va définir le périmètre, identifier qui sont les parties prenantes qui vont être impliquées et on va commencer le plan de gestion de changement.
Dans la deuxième phase, la phase de mesure, on va commencer par la modélisation du processus ASIS, l'actuel, dans les documents. Des fois, ce n'est pas le cas. Des fois, on peut euh, attaquer des processus, mais qui ne sont pas documentés. On va sélectionner les métriques. Qu'est-ce qu'on va mesurer? Est-ce que c'est des longueurs? Est-ce que c'est des durées de traitement? Est-ce que c'est des taux de rejet? Est-ce que c'est des grandes températures? Ça peut être beaucoup de choses suivant le domaine d'application. L'idée ici, c'est de réduire le nombre de métriques. C'est pas efficace d'avoir une vingtaine, une trentaine de métriques. L'idée, c'est d'avoir des métriques qui sont pertinentes, qu'on peut suivre et qu'on peut mesurer le plus facilement possible. Il y a une phase de data collection, puis une phase d'analyse de données, et puis on va créer ce qu'on appelle une baseline, c'est la situation actuelle. Il faut qu'on ait un aperçu sur l'existant. Euh, Ensuite, à la phase d'analyse, on analyse le processus, la value stream map, les chaînes de valeur, les streamline maps. On veut comprendre comment le processus se déroule, qui fait quoi, où est-ce que ça commence, quelles sont les activités, qui intervient sur quoi et qu'est-ce qu'on produit à la fin. On a de l'analyse de données à faire, à représenter, faire les histogrammes, les courbes de contrôle, etc. On vérifie l'information, la data, les données qu'on est en train de mesurer parce que c'est essentiel, parce que c'est sur la base de ces données qu'on va tirer des conclusions. Il faut que le système de mesure soit fiable. La root cause analysis, c'est tout simplement Ishikawa, c'est le cause-effet. Euh, on identifie les gaspillages dans cette étape pour faire le lien avec la démarche Lean. Et puis le hypothesis testing, c'est que on peut aller dans des tests d'hypothèses pour chercher des pistes de solutions. Et c'est pour préparer l'étape qui suit, c'est l'étape de improve. C'est là où on veut améliorer nos processus. Donc, on commence par la génération de solutions, des brainstorming, des ateliers, des échanges, etc. On évalue les solutions, l'optimisation qu'on veut porter au processus. On peut aussi avoir des pilotes, des tests. On ne va pas tester tout le périmètre d'un seul coup. On va faire des pilotes. On va également modéliser les processus cibles et puis préparer la surveillance et l'ajustement. Et ce qui est fait dans la dernière phase, la phase control, surveillance, c'est là où on doit avoir des systèmes de surveillance, on valide les bénéfices du projet, on documente ce qu'on a fait, on standardise pour pouvoir former des formations, former les personnes et aussi communiquer sur le changement et préparer d'autres processus ou d'autres interventions ultérieures. Très bien. Donc, ça, c'est par rapport à la méthodologie DMAIC. Il y a un préliminaire qui est normalement qu'on fait d'habitude avant de se lancer dans la démarche. C'est que des fois, on a plusieurs processus qui sont candidats. Tous les processus ont du potentiel, mais il faut choisir. Donc, on fait un scoring, une priorisation des processus suivant plusieurs critères. Ça peut être des critères d'une considération financière, un processus qui a qui a beaucoup plus de budget que les autres, il est euh, il y a moins de chances qu'il soit pris comme candidat. Il y a des processus qui ont un faible niveau d'automatisation, donc c'est difficile de suivre les mesures et de les automatiser. Il y a d'autres considérations en termes de couverture IP, en termes de risque, etc. Euh, le potentiel d'amélioration, il faut que le processus présente déjà du potentiel d'amélioration. On ne va pas attaquer un processus qui est déjà bien, qui fonctionne bien. Là où la chance de réussite, peut-être elle est là, mais on va pas voir beaucoup de différence entre l'actuel et la cible. Et aussi, une chose importante, c'est que euh, des fois, sur des processus, il y a d'autres projets, d'autres équipes qui font autre chose, et cela peut équilibrer les résultats, la DMAIC, parce que nous sommes en train de l'implémenter sur un processus qui fait l'objet d'autres projets. Très bien. Donc, si on veut aller dans le détail pour voir quels sont les outils, bon, dans le détail, il y a le process scoring, c'est ce dont on vient de parler.
il faut s'assurer que les ressources sont disponibles. Il faut définir le statement, développer les modèles de processus, définir le client. Après, bon, il faut informer sur les autres entités sur le projet. Et après, à chaque étape, on a quels sont les outils comme la value stream map, le streamline map, voice of customer, le tree diagram. A3, ce sont des outils qu'on utilise généralement dans ces étapes pour la phase de design. Alors, pour la phase de mesure, première chose à faire, on détermine les processus actuels, leur performance. On crée un plan de collecte de données. On s'assure que les données sont fiables et on rassemble les données de base, ce qui est généralement fait dans la phase de mesure. De la même manière, on continue vers la phase d'analyse. Là, on a le value stream map encore, mais ici, c'est différent. La value stream map dans la phase d'analyse et plus pour voir là où sont les problèmes, contrairement à la phase de define, on veut comprendre le processus. Il y a aussi le value added flow analysis, on essaie de voir où est-ce que se situent les activités qui ont de la valeur ajoutée versus les activités qui n'ont pas de valeur ajoutée. On fait le display des données à travers les run charts, les histogrammes, les Pareto, la loi ABC. Ensuite, on analyse les données. On utilise des outils comme le Ishikawa diagram, le cause-effet, les five whys, les 5 pourquoi, pour essayer de remonter à la source, la cause du problème. Et enfin, on vérifie l'information à travers soit le root cause hypothesis ou le project charter. Ici, le project charter, c'est pas pour le faire, mais c'est pour le mettre à jour parce qu'au fur et à mesure qu'on avance dans la démarche, on met à jour la charte du projet. Quatrièmement, la phase improve. Donc, on utilise des outils comme le brainstorming, les 5 S pour l'organisation des postes de travail, le worker design pour faire le côté ergonomique des postes de travail. Setup reduction, c'est que, par exemple, on parle des procédures qui doivent être, c'est-à-dire l'effort et le temps qu'on doit minimiser pour changer un processus d'une machine. On appelle le setup reduction ou ce qu'on appelle encore le SMED, le Single Minute Change of Die, le changement d'outil en quelques minutes. Il faut que le processus soit flexible, il ne faut pas qu'il reste longtemps à changer de configuration. Ensuite, pour la sélection des meilleures solutions. Donc, on a des critères, des matrices de critères, soit des impact effort metrics. Il y a plusieurs outils. C'est pas tout ici, mais j'ai mis ici les outils les plus importants, les plus répandus. Ensuite, on va développer les maps, la cible, les processus cibles, la modélisation cible, les to-be maps, les value stream maps, la nouvelle value stream map et la nouvelle streamline map. On va faire des tests, on va dérouler des tests, le PDCA, le Plan Do Check Act, ou le PDSA, le Plan Do Study Act. Le FMIA aussi, c'est un outil qu'on utilise lors des tests. C'est ce qu'on appellerait en français l'AMDEC, l'analyse des modes de défaillance, leur criticité. En cas, par exemple, d'arrêt de production, on va analyser une machine sur le plan arrêt, quelle est la fréquence des arrêts, quelle est l'ordre de gravité des arrêts, etc. On va implémenter ensuite les solutions. Donc, il nous faut une pilot checklist, implementation plan. On va ensuite valider les améliorations une fois on est fini avec cette phase. Et enfin, il y a la phase de contrôle ou de surveillance. C'est là où on va élaborer un control plan. Le control plan, c'est plus un document qui décrit comment le processus va être surveillé et maintenu dans le temps, alors que le chart, c'est pour faire une surveillance visuelle de la performance. Ça permet de voir rapidement est-ce que le processus il tient la route. Ensuite, on a des devoirs de documentation du processus cible. Puis, on va essayer d'appliquer l'amélioration à d'autres zones ou d'autres entités dans la même organisation. Et finalement, on va se mettre dans une spirale de
d'amélioration continue pour qu'on attaque la deuxième et la troisième itération de la démarche. Donc ça, c'est la démarche DMAIC. D'une manière similaire, on a la DMIDV qui n'est pas très différente. C'est sauf que la différence, c'est au niveau de la mesure. On n'a pas encore de processus à mesurer parce qu'il y a un nouveau processus. On aura une conception de système de mesure et dans la phase d'analyse, on a des types, par exemple, des simulations qu'on doit faire, qu'on doit, on verra tout à l'heure comment l'intelligence artificielle elle permet de faciliter et de renforcer cette simulation. Dans la phase de design, on va, au lieu de parler de improve, ici, on a une phase qui s'appelle design. Et là où on va concevoir, on va faire les expérimentations, on va utiliser l'intelligence artificielle et le computer-aided design pour réaliser notre solution. Et une dernière phase de vérification, c'est là où on va mettre en place le nouveau processus ou le nouveau produit. Donc, d'une façon générale, euh, bon, maintenant qu'on a exploré les deux démarches, quels sont les bénéfices? Ben, les bénéfices, on a 30 à 50% des coûts, ils sont imputables à la lenteur des processus. Et généralement, c'est à cause des activités qui n'ont pas de valeur ajoutée. Si on regarde le coût en pourcentage du chiffre d'affaires dans une configuration de 6 sigma, c'est moins de 10%. Pour le standard, qui est entre 3 et 5 sigma, on est de 10 à 30% du coût de chiffre d'affaires. Par contre, sigma au moins, c'est une catastrophe. Donc, on va pas survivre longtemps parce qu'on a 300 000 defects per million. 300 000 pièces ou produits défectueux sur 1 million. C'est à peu près le 30% de notre production qui n'est pas conforme. Donc, c'est difficile de survivre avec une telle performance. Voilà, enfin les objectifs du Six Sigma, comme on en a vu, le premier objectif, c'est la réduction de défauts. Et on a vu comment, quand on est dans un intervalle de 6 fois l'étendue, on a 99,99% pratiquement toute cette production qui est conforme. Le deuxième objectif, c'est d'améliorer la qualité. Donc, l'objectif, bien sûr, qui vise aussi la satisfaction client et qui est lié à la réduction des défauts parce que les défauts, ça coûte cher. Il faudra les réinsérer dans le processus si un produit est défectueux. Quand le processus le permet. Si on est dans l'industrie des polymères, on peut réinsérer la matière première. Mais des fois, c'est pas possible. Dans la plupart des cas, c'est pas possible. Il faut envisager le coût du défectueux plus le coût du recyclage. Parce qu'il faut le recycler. Le produit défectueux, il n'est pas accepté par les clients. On en fait quoi? On fait quoi avec? Ou encore le coût de destruction. Parce que c'est des produits qui ne sont ni recyclables ni réinsérables dans le processus. Le troisième objectif, c'est la réduction de la variabilité. On veut avoir des processus qui sont stables, qui sont capables, qui sont peu variables. Quatrièmement, on veut améliorer la productivité. Et puis, euh, le cinquième objectif, non des stats. Tout le monde doit comprendre les stats, pas que les mathématiciens, pas que les spécialistes. C'est un préliminaire au management. Et si on veut instaurer une culture de Kaizen, d'amélioration continue, il faut qu'on sache tous nos KPI, nos indicateurs de performance en termes de production. Un autre objectif, c'est la motivation professionnelle à travers les certifications qui existent, tout comme les certifications de IIBA. Il y a des certifications de Green Belt, Black Belt, dont certains d'entre vous certainement sont certainement certifiés. Et enfin, une culture de Kaizen, d'amélioration continue qu'on va mettre en place et au fur et à mesure qu'on va promouvoir au niveau de l'organisation. Donc voilà, je pense qu'on est bon par rapport au thème du Six Sigma. Euh, Maintenant, dans la deuxième section, il y a explorer le Lean. Le Lean qui est, euh, on va dire, dans un contexte de concurrence, euh, en- le contexte il impose aux compagnies d'avoir des processus fluides, des processus flexibles, rapides et efficients, a- avec peu ou voire sans gaspillage.
le Lean en étant un cadre de management, une méthodologie puissante qui permet d'atteindre ces objectifs. Et une façon aussi de voir les activités, une façon de voir les processus et aussi une façon de voir les gaspillages qui contiennent. Un peu d'histoire sur le Lean. L'histoire a commencé il y a plus de 30 ans. Alors, ça a commencé chez Ford, puis chez Toyota, juste après, où a été l'apparition de notions comme le just-in-time, le JILOCA, veille de production en cas de détection de produits défectueux. Le Heijunka, c'est le principe d'équilibrage de la charge entre les lignes de production. Et puis, ces principes ont bougé vers le Western Industry. Et aujourd'hui, le Lean, ce n'est pas seulement le manufacturing, c'est partout. C'est dans le digital, dans les banques, les services. Tout le monde fait du Lean, tout le monde veut être Lean, on ne veut plus faire du gaspillage. Euh, on va regarder maintenant les principes du Lean. Alors, il y a 5 principes. Premier principe, c'est la valeur. L'objectif, c'est identifier et comprendre la valeur qui est perçue par le client. Comprendre de quoi vraiment le client a besoin. Et pourquoi le client il est prêt à payer. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut éliminer les fonctionnalités ou les processus ou les services qui n'ont pas de valeur ajoutée pour le client. Deuxième valeur, c'est la value stream, c'est la chaîne de valeur. Euh, il faut qu'on cartographie toutes les étapes du processus et identifier lesquelles ont de la valeur ajoutée du point de vue client et lesquelles qui n'ont pas de valeur ajoutée. Un troisième principe, c'est le flow. Donc, on veut que notre processus soit fluide, sans interruption, sans délai, sans attente, sans goulot d'étranglement. Quatrième point, c'est le pull. En français, on dirait c'est le flux tiré. L'objectif, c'est de produire uniquement ce dont on a besoin, quand on a besoin et dans les quantités voulues. On ne veut pas produire sur la base de prévision. On veut produire sur la base de la demande pour que notre production, pour qu'on soit productif, pour qu'on ne fasse pas tourner la machine de production pour des produits qui vont finir dans le stock et attendre à ce qu'ils soient recyclés. Et puis, cinquième principe, c'est le principe de zéro gaspillage, la perfection. C'est pas quelque chose qu'on va atteindre tout d'un seul coup, mais c'est quelque chose qu'on va atteindre avec des itérations. Maintenant, très rapidement, si on souhaite voir quels sont ces gaspillages, euh, ils sont résumés dans le mot teamwork. Plus dernièrement, on a rajouté un huitième, c'est le Union Talent UT. Donc, T, T stands for transportation, le transport, pas de valeur ajoutée, à moins que le core business de la compagnie et la logistique. Le stock, pas de valeur ajoutée, il n'y a que du coût supplémentaire dans les stocks. Les mouvements, que ce soit les mouvements physiques ou les mouvements d'information ou la manutention quand on se déplace au sein d'une usine ou d'une unité de production, même dans un service, quand on va chercher des papiers dans l'imprimante, ça c'est un gaspillage. Les attentes, les postes moins rapides que les autres, les bottlenecks ou le d'étranglement, les backlogs, la surproduction aussi, c'est un gaspillage, le surprocessing, le rework, la finition, la refinition, parce qu'on n'arrive pas à faire bon du premier coup, les defects, la réinsertion ou le recyclage ou la destruction. Et finalement, le talent non utilisé, c'est des ressources humaines qui ont un coût et qu'on n'a pas assez, qui ne sont pas assignées correctement, qui n'ont pas d'assignation. Donc, en résumé, la démarche Lean a des objectifs. Premièrement, c'est de maximiser la valeur du produit, offrir ce que le client veut et l'offrir d'une façon rapide. Deuxièmement, éliminer tous les types de gaspillage. On veut que notre processus soit du point de vue rendement. Il faut que toutes nos ressources puissent contribuer à la valeur ajoutée dans le produit. Troisièmement, c'est l'amélioration de l'efficience du processus. Quatrièmement, on veut renforcer la qualité de produit. On veut que la qualité soit intégrée dans la conception et non pas une inspection qu'on fait à la fin du processus. On veut réduire les coûts opérationnels parce que les activités qui n'ont pas de valeur ajoutée ne se font pas gratuitement, elles sont génératrices de coûts. Puis, il y a on veut aussi
augmenter la flexibilité du processus, pouvoir changer de ligne, pouvoir changer de produit rapidement et efficacement sans trop attendre être dans les arrêts de production. On veut aussi renforcer la culture du Kaizen, l'amélioration continue. Et finalement, parmi les objectifs les plus importants aussi, c'est impliquer les personnes et les rendre responsables et instaurer chez eux des notions de Lean. Euh, Maintenant, pour faire le lien avec les Six Sigma, on a vu le Lean, on a vu le Six Sigma. On a compris maintenant le Lean est complémentaire au Six Sigma. Le Six Sigma, comme on a vu, vise à réduire la variabilité. On veut des processus capables et peu variables. Le Lean, par contre, il vise à réduire les gaspillages. C'est pas le même objectif que le Six Sigma. Le Six Sigma est centré sur le problème. Le Lean est centré sur le workflow. Les Six Sigma, c'est data-driven et repose sur des modèles mathématiques, sur des densités de probabilité, des fonctions de distribution. Le Lean, il repose sur l'observation. Alors, si vous avez les deux, vous êtes Lean Six Sigma et puis vous pouvez démarrer n'importe quelle initiative ou projet Lean Six Sigma. Et dans ce qui suit, c'est les types de projets qu'on a dans le monde du Lean Six Sigma. On a un premier type qui est le Quick Win. C'est des interventions rapides qui se font en quelques jours, en mode intensif, voire 1 ou 2 semaines. C'est des revues de processus, des interventions qui ont un périmètre réduit. Il y a les types d'interventions qui sont process improvement, c'est plus lourd, c'est quelques jours à quelques semaines, on ne sera pas peut-être affecté à 100%, mais le travail, il est concentré, il y a une équipe qui est dédiée à l'amélioration du processus. Quand ça prend de l'ampleur, ça devient un process redesign. Alors ça, c'est du long terme. On veut reconcevoir le processus. Encore, ce qu'on appelle le process redesign, c'est quand on veut refaire le processus, contrairement à la méthode, au type de projet qu'on vient de voir, c'est le process design. Et là, on utilise le DEMA-DV. C'est une nouvelle mise en place versus une revue. Et enfin, un cinquième type qui est Infrastructure Implementation. C'est quand on veut mettre en place un système de mesure, un système de surveillance. C'est une durée variable, c'est un projet stratégique, c'est les projets de construction de systèmes de support. Voilà, donc, puis enfin, pour faire le lien aussi avec les autres mindsets, ce serait aussi intéressant de voir où se situe le Lean, qui doit être au centre de l'orientation de l'organisation par rapport au design thinking, qui est le design thinking dont le but est d'explorer le problème, et le agile thinking, dont le but est de livrer un produit dans les délais et selon les requis. Donc, ces trois mindsets, ils coexistent et à chaque fois, on cherche l'équilibre entre ces trois mindsets. Très bien. Maintenant qu'on a vu le Lean Six Sigma, reste à voir où se situe l'intelligence artificielle dans tout ça. Elle est où dans l'équation? On a vu au travers des méthodologies, DMAIC, DMADV, qu'il y a plein d'activités de collecte de données. On a vu des activités d'analyse de données, d'exploration. Personne ne le fait mieux que l'intelligence artificielle, ou personne ne le fait plus rapidement. Y compris les experts dont on a parlé au début, qui ont la réponse à toutes les questions, mais on peut pas le faire aussi rapidement. L'intelligence artificielle renforce davantage la prise de décision, qui est basée sur les données. L'amélioration de l'efficience permet aussi d'accéder à des capacités de prédiction, des capacités de prescription. C'est la phase la plus évoluée de l'analyse de données. Les outils d'intelligence artificielle sont scalable. Ils peuvent gérer des petits datasets comme des grands datasets, un ou plusieurs processus, un seul site comme du cross-border. Donc, c'est parfaitement scalable. Les outils AI ont la capacité d'apprendre, de s'adapter, correspond parfaitement aux itérations d'amélioration continue. L'intelligence artificielle, quand on l'alimente avec des données, elle apprend, donc elle s'ajuste dans sa façon de présenter les résultats. On va voir maintenant
dans le cas, si on souhaite voir la démarche, la DMAIC, où est-ce qu'on trouve l'intelligence artificielle, où est-ce qu'elle peut intervenir. Alors, elle s'intègre parfaitement dans la phase define. Donc, c'est interpréter et générer un langage humain. C'est parfait parce qu'on a des process, par exemple, des tickets de support, on aura des feedbacks de clients, partner review. Donc, il y a des outils qui permettent d'utiliser le Natural Language Processing, le traitement de langage humain. Il y a aussi une branche de l'intelligence artificielle qui permet de comprendre, d'interpréter et de générer du langage humain. Donc, quand vous avez 5000 reviews de clients, ben, l'intelligence artificielle, elle peut aller voir les reviews et revenir avec une conclusion, avec des analyses. Le, 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 le problème le plus répandu, par exemple, les types de les choses qui sont plus, qui favorisent plus la qualité des clients, comment les clients perçoivent la qualité, tout ça, ce sont des interprétations que sont l'intelligence artificielle. On devrait les faire manuellement, c'est-à-dire il faut quelqu'un qui va lire ou appeler les clients, faire des sondages. Il y a le text mining qui permet d'extraire des thèmes ou des sentiments à partir de données non structurées, du texte. Et on sait que le paragraphe et l'équivalent de 4 étoiles, c'est quelqu'un qui est satisfait, ou bien c'est l'équivalent de 1 étoile, quelqu'un qui est très mécontent. Le Voice of Customer Analysis, ce qu'on vient de dire, c'est aussi des outils qui permettent même de traiter des vidéos, du audio, texte, peu importe. Des outils comme IBM Watson, par exemple, Monkey Learn, ou des applications de Google Cloud qui permettent de faire ça. Euh, Dans la prochaine phase, il y a la phase voilà, de mesure. Comment l'IA s'intègre? Alors, l'intelligence artificielle a la capacité de collecter les données en temps réel, à partir de machines. Le processus, il suffit que la machine soit connectée à travers soit l'analyse de données, ici de capteurs, euh, par exemple, dans certaines lignes de fabrication, on a des capteurs. Des capteurs qui captent la température et les dimensions, il y a des caméras. Ou bien on utilise ce qu'on appelle les IoT, les Internet of Device, euh, comme les voitures aujourd'hui, ils sont connectés. Donc, il y a le kilométrage, il y a le niveau de huile, maintenant des interventions d'entretien. Ça ne reste pas uniquement dans votre voiture, mais ça peut être exporté comme données à de third-party systems. La computer vision aussi, l'intelligence artificielle peut faire ça à l'aide de caméras. Comme l'exemple qu'on a cité tout à l'heure, les pistons. Ben, j'ai un processus, je produis des pistons qui doivent 50 centimètres. Si c'est 51, ce n'est pas accepté. Si c'est 42, ce n'est pas accepté. Ça veut dire que l'intelligence artificielle, elle peut utiliser des devices comme les caméras pour décider si une pièce est conforme ou pas et de tirer la sonnette d'alarme quand on s'approche de la limite de l'intervalle de tolérance. Il y a aussi une autre capacité dans l'intelligence artificielle, qui est le machine learning, qui est utilisé pour détecter des comportements inhabituels dans la production. Euh, des fois, on a du taux de défectueux qui est élevé pendant les chiffres de nuit, par exemple. Ou bizarrement, d'un seul coup, on constate qu'on est en train de produire des produits qui sont loin de la moyenne. Quand ça arrive soudainement, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Donc, ça serait intéressant de réagir avant qu'on tombe dans le non-détecteur. Euh, Troisièmement, alors la phase de analyse. Encore, même chose que pour la phase précédente, le machine learning, c'est encore pour trouver des corrélations entre les variables et les résultats. Ce qu'on appelle le clustering algorithm, c'est la capacité de l'intelligence artificielle à segmenter les données pour reconnaître des groupes de données qui sont cachés, des tendances qui sont cachées. Ça, on peut pas le faire. On peut pas analyser des centaines de milliers de configurations. Un être humain ne peut pas faire ça. Très difficile. Et on peut pas voir les corrélations cachées dans les données. Ce qu'on appelle aussi le causal inference models,
c'est comme le machine learning, mais ça va au-delà des corrélations. Et c'est offert par IBM Watson, par des applications Google, par SAS Visual Text Analytics. Il y a plusieurs applications. C'est pas tout, j'ai cité ça juste à titre d'exemple. Il y a beaucoup d'applications qui permettent de faire ça, mais il ne faut pas s'attendre à des applications qu'on peut télécharger. Ce sont des choses qu'on va intégrer dans notre système interne dans une organisation. Euh, Quatrième phase, la phase de improve. Alors, l'intelligence artificielle, elle sait faire une simulation de changement de processus. On n'a pas besoin de le changer réellement et commencer à constater. L'optimisation des paramètres, elle peut le faire aussi. Ce qu'on appelle le reinforcement learning, qui est un type du machine learning qui est basé sur les rewards ou les penalties. L'intelligence artificielle, elle apprend à faire les bons choix. C'est vraiment comme l'être humain. Quand elle commence à apprendre, c'est sur la base des rewards et penalties. Donc, elle apprend des décisions suivant nous, comment on l'a programmé. Et puis, elle fait aussi de la modélisation prédictive. Euh, Par exemple, les impacts de changement avant qu'on les implémente. Ça, c'est une capacité qui est dans l'intelligence artificielle. Enfin, la phase de surveillance, comment l'intelligence artificielle peut aider dans la surveillance d'indicateurs et comment elle peut remonter des alertes quand on s'approche par exemple, des limites de contrôle, de tolérance, de lower limit, upper limit, sur les cartes de contrôle. Même chose pour la maintenance prédictive. L'objectif est de réduire le downtime. Donc, autrement dit, l'intelligence artificielle, elle va contribuer à maximiser ce qu'on appelle le MTBF, le Mean Time Between Failure. On a une machine qui va tomber forcément en panne, elle va pas fonctionner toute la vie. C'est juste le temps moyen entre deux pannes qu'on veut maximiser. Donc, c'est des choses ou des améliorations que l'intelligence artificielle peut aider. Il y a aussi la capacité de s'auto-ajuster en temps réel, euh, parce que, comme on a dit, l'intelligence artificielle a la faculté de s'adapter quand elle a des nouveaux sets de données. Voilà, donc un petit heads up, privacy heads up, before we move to real-world applications. On va voir les applications, mais avant, il faut quand même être prudent, faire attention à des mesures de sécurité, parce que l'intelligence artificielle utilise des données. Il faut que ça soit en conformité avec les lois de protection des données. Il faut que les modèles de l'intelligence artificielle euh, prennent des décisions en toute transparence. Donc, il faut veiller à ce que ce soit fait de façon transparente. Le data minimization, c'est on veut utiliser des données, mais on veut aussi collecter uniquement le nécessaire. Des données confidentielles qui ne seront pas forcément utilisées dans le processus de prise de décision. Ce n'est pas forcément nécessaire de les collecter. Bien sûr, le stockage des données, il faut que ça soit sécurisé. C'est les mêmes guidelines de IT qui sont applicables dans le domaine de l'intelligence artificielle. Voilà, maintenant on va voir des études de cas. On va commencer par General Electric, donc la maintenance prédictive. Euh, L'intelligence artificielle permet d'automatiser l'analyse cause-effet et General Electric. On peut, avec le machine learning, vous pouvez faire des prédictions de panne. On sait quand est-ce qu'une telle machine sera en panne. Peut-être pas à 100%, mais avec des probabilités presque sûres. General Electric ont développé des réplicas, ce qu'on appelle les digital twins, répliques digitales, pour faire des tests. On avait des machines complexes, comme des turbines, des moteurs, etc. Pour faire une intervention de maintenance, on peut faire un duplicata digital. Aussi, ils l'ont utilisé pour faire des analyses prescriptives. Et comme on a dit, c'est le type le plus avancé de l'analyse de données. Elle ne se contente pas de dire qu'est-ce qui ne marche
pas ou qu'est-ce qui va se passer, la tendance, mais aussi ce qu'on doit faire. Donc, il fait des prescriptions d'action. Alors, ce que General Electric ont gagné, c'est que ils ont réduit le downtime non planifié à travers la maintenance proactive de moins 20%. Ils ont réduit les coûts de maintenance en évitant les réparations non nécessaires. Parce que si on ne répare pas une machine, on ne fait pas du préventif, ça devient de la maintenance réactive. Ils ont amélioré la qualité en minimisant la variabilité du processus et ils ont pu avoir des décisions quasiment en temps réel à travers, et c'est grâce aux analyses qui ont été euh, présentées et c'est relatif dans la vie visuelle. Deuxième étude de cas, c'est Amazon. Donc, Amazon, c'est un autre secteur. Pas le secteur manufacture, c'est le supply chain. Donc, de la même manière, à peu près, ils ont utilisé les mêmes outils. Ça a permis d'augmenter la précision dans les prévisions de la demande. Pour cent. On a réduit les coûts de moins 20%, les coûts de la chaîne logistique. Le last mile delivery time. Et voir, vous attendez une livraison, ça prend une journée, mais juste le dernier mile, ça prend 3 heures. Ils ont réduit ça de moins 20%. Et puis, ils ont amélioré l'utilisation de la plateforme logistique de 40% d'efficacité. Donc, ça, c'est grâce aux prévisions qui sont AI-driven et grâce à l'intelligence artificielle et la gestion, l'optimisation des stocks avec l'intelligence artificielle. Aussi, ça leur a permis de gagner encore sur ce qu'on appelle le picking and packing. Ils ont pu réduire la consommation énergétique parce qu'on gère mieux les stocks. Les stocks, c'est un meilleur conditionnement. Ça consomme de l'énergie. C'est moins 20% dans la facture énergétique et moins 40% dans les duplex, les défectueux du processus. Et tout ça, c'est grâce aux insights de AI, grâce à l'automatisation, la chaîne robotique et l'optimisation qui est centrée sur le client. Alors, troisième cas, c'est dans le secteur de la santé. Cleveland Clinic a également implémenté et utilisé le AI dans le cadre du Lean Six Sigma. Donc, ils ont pu réduire les infections qui sont acquises dans l'hôpital de moins 20% parce qu'ils ont des systèmes de Lean qui ont annulé les déplacements inutiles, donc on est moins exposé au risque. En moyenne, les temps d'attente dans les urgences, les départements d'urgence ont baissé de 30% et ils ont pu faire sur une période de 5 ans un cost saving, une économie de 5 millions de dollars. Aussi, toujours au niveau de Cleveland Clinic, on a réduit ce qu'on appelle les unnecessary diagnostic procedures. Des fois, les procédures, le diagnostic fait et qu'on refait. On demande aux patients de refaire alors qu'on l'a déjà fait. Et c'est une activité qui n'a pas de valeur ajoutée, c'est une perte de temps. On a pu la réduire de 17%. Puis ils ont euh, euh, une population de 10 000 employés de santé qui ont bénéficié de formation et d'entraînement dans le secteur, dans le domaine du Kaizen de l'amélioration continue. Alors, encore un quatrième exemple, c'est Toyota, c'est l'industrie automobile. Euh, Comme on a vu, Toyota était parmi les premières entreprises qui ont déployé ça. Ils connaissent très bien le Lean. Vers les années 40, 50, donc on a vu tout à l'heure dans l'historique, ils utilisaient le JIDOKA, euh, Automation with a Human Touch. C'est un système, une chaîne de production automatisée, mais avec une intervention humaine. Avec l'intelligence artificielle, ça devient une autonomation. Automation. Ça veut dire que le processus devient autonome.
le processus s'arrête automatiquement quand il détecte un défaut. Donc, ça a permis de réduire les coûts. Par exemple, les coûts de, c'est pas des coûts par usine, mais c'est 25% de réduction pour toute le Toyota en entier. Le inventory turnover, c'est le taux de rotation. Et il est passé de quelques semaines, voire quelques mois, à quelques jours. Aussi, ils ont agi sur la ligne d'assemblage des moteurs. Ils ont pu réduire les défauts de 35%. Et pas uniquement parce qu'ils ont déployé les lignes Six Sigma, mais c'est parce qu'ils ont implémenté l'intelligence artificielle, la surveillance intelligente des lignes de production, le machine learning, pour le le root cause analysis, l'analyse cause-effet, l'automatisation intelligente, l'optimisation de la supply chain avec l'intelligence artificielle. Ils ont pu réduire les lead times de 20% et d'améliorer le Supplier Delivery Consistency 15%. Voilà, donc ça, c'est le cas de Toyota. Il y a un cinquième cas qui a été au niveau d'une banque, mais c'est donc JP Morgan. JP Morgan, c'est une banque aux États-Unis. Ils ont implémenté l'intelligence artificielle et le Lean Six Sigma dans le fraud detection. Donc, vous savez, quand vous passez une transaction, soit une carte de débit, une carte de crédit ou un transfert dans une succursale, il y a une activité de screening. On veut savoir qui a fait le transfert, quel est son profil et pourquoi il le fait. L'objectif, c'est de détecter la fraude. Donc, l'intelligence artificielle a permis de réduire la fraude, d'accélérer la détection de la fraude 300 fois. On est 300 fois plus rapide. Des fois, ça demande 1 à 2 jours pour détecter une fraude. Maintenant, c'est quasi instantané. Les false positives. Des fois, on fait la détection de la fraude, on a un red flag, le système pense que c'est une fraude. Et quand un humain va regarder, finalement, ce n'est pas une fraude. Quand vous faites une transaction et 2 heures après, vous la faites dans un autre pays, c'est parce que peut-être vous avez tout simplement pris l'avion ou parce que, peu importe, pour une raison ou une autre, le système croit que c'est une fraude alors que ça n'est pas. Ça a permis de faire des économies annuelles de 200 millions de dollars. Et on a réduit de 20% le taux de rejet des validations de compte. Donc, voilà. Donc, c'est ce qui a permis à JP Morgan Chase d'améliorer leur processus de détection de la fraude. Maintenant, en guise de conclusion, les future trends. Alors, l'avenir, euh, c'est l'intelligence artificielle. On ne peut plus imaginer une démarche Lean Six Sigma sans penser à faut qu'elle soit data-driven and AI-powered. Premièrement, la première trend, c'est l'analyse prédictive. Ça va très loin. L'intelligence artificielle, elle est très efficace dans la prédiction et dans la prescription. La data collection, l'analyse de données et la collecte de données se fait d'une façon beaucoup plus efficace avec l'intelligence artificielle. L'optimisation autonome des processus, en comptant les équipes d'intelligence artificielle, ils peuvent auto-optimiser parce que l'intelligence artificielle, elle a la faculté d'apprendre. Donc, il y a certaines activités, bien sûr, c'est pas tout le processus, mais des activités qui sont clés, qui sont critiques, qu'on peut rendre euh, autonomes du point de vue amélioration. Il y a le NLP, le Natural Language Processing for Voice of Customer. On a les outils de l'intelligence artificielle qui permettent de lire, de comprendre et d'anticiper et d'interpréter les sentiments des clients, les reviews, etc. Et il y a tout quand, parmi les future trends, c'est le IoT, le Internet of Device, et le Big Data Synergy. Parce que l'alimentation de l'IA, c'est la data. Si on n'a pas de data, l'intelligence artificielle elle ne peut pas créer des choses
à partir de rien. Les digital twins, simulation modeling, c'est, on l'a vu tout à l'heure, et General Electric, l'IA permet de créer de faire des jumeaux, des photos, de faire des tests sur du digital au lieu de faire un réplica unique. Et enfin, parmi les future trends aussi, c'est comment dire, la formation, le training, qui est renforcé par l'intelligence artificielle. Elle peut proposer des thèmes, elle peut recommander des outils suivant les types de projets, suivant le profil de la personne, et ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est parmi les future trends qu'on propose en guise de conclusion. Et puis, ce que je pourrais vous dire, comme les key takeaways, euh, ne pas attendre, on ne peut pas attendre, prendre l'initiative et commencer par les processus qui ont un fort potentiel d'amélioration, veiller à la montée en compétences des équipes, investir dans les technologies intelligentes et piloter des projets de Lean Six Sigma qui sont AI-driven, qui se basent, qui se reposent sur l'intelligence artificielle. Voilà, c'est la fin de la présentation. Je vous remercie de votre attention